Alors bonjour à tout le monde, bienvenue à ce symposium qui est un symposium qui va cibler plutôt des recherches de type interventionnel. On aura donc 4 communications orales. On va commencer notamment avec Laura Alaria et son équipe qui travaille sur l'implémentation de programmes qui visent à développer les compétences émotionnelles chez les jeunes enfants en contexte scolaire. Donc comme vous allez le voir dans ce symposium, on est sur des interventions qui sont réalisées en contexte scolaire. On va démarrer plus particulièrement avec la communication de Laura et la mienne avec les premiers degrés de la scolarité, donc les 3, 6, 7 ans. Donc, elle va nous présenter le programme Emotimat. Ensuite, moi, j'aborderai avec vous des interventions qu'on a menées dans les classes en Suisse, puisque vous allez voir qu'on a implémenté des programmes aussi dans différents contextes géographiques, Suisse, en Valais, en France, à Genève. Et ensuite, dans la deuxième partie, avec les 2 dernières communications, on se centrera plutôt sur développer les compétences sociales et émotionnelles chez les enfants un peu plus âgés, donc chez les 7-12 ans, avec Nicolas Bressou et son équipe qui ont travaillé sur le climat de classe et notamment sur les forces de caractère. Donc développer ces aspects-là chez ces tranches d'âge-là dans les écoles. Et on terminera avec les recherches qui sont menées par l'équipe de Nathalie Mella et Gladys Ray avec des adolescents au travers de leur projet Imagine, où elles ont pu implémenter dans les écoles l'improvisation théâtrale et la pleine conscience. Et elles ont comparé ces différentes interventions et mesurer les effets notamment sur les compétences émotionnelles. Donc voilà un petit peu le menu du symposium. Donc on va démarrer avec les petits et puis ensuite on ira chez les plus grands avec les adolescents. Donc voilà, je te laisse te présenter, Laura. Merci. Hop. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au... Peut-être, si je me mets là, ça marche quand même, parce que comme l'ordinateur est là, je pense que je vais du coup être un peu loin du micro. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. À mettre ça... Il ne faudrait pas qu'il glisse en plein milieu, quoi. Ça m'embêterait. Ah, ça... Normalement, il y a... Regarde. On va faire comme ça. Oui, voilà. Ça va comme ça? Ça ira. Ça ira, mais je n'ai pas envie d'être comme ça. En fait. Non, mais vraiment, si vous m'entendez, c'est bien. Hein. Je pense qu'ils m'entendent, non? Ça se lève pas, normalement, la tablette. Ça doit se lever, ça. Non, je crois pas. Ah oui, il n'est pas là. Oui, un peu. Comme ça. C'est pas le mien, hein. Si jamais ça glisse, c'est celui de la fac. Hein. Ça fera de l'animation si ça glisse. Tester mes réflexes. Alors donc je disais bonjour à tous, merci d'être là, vous êtes nombreux, ça veut dire que cette question effectivement des compétences émotionnelles en contexte scolaire, ça vous intéresse. Donc moi je suis Laura Alaria, je suis chercheuse postdoctorale à l'université Savoie-Mont-Blanc et je vais vous présenter du coup effectivement vraiment un projet qui, vous le verrez, est collaboratif, c'est-à-dire que c'est un projet qui est vraiment né d'une synergie entre enseignants et chercheurs du début jusqu'à la fin. C'est un projet qui a été donc porté par Carole Berger, Anne Lafay et Édouard Genta, qui lui est affilié à l'Université de Genève. Et puis, je vais vous décrire ça. Alors, tout d'abord, je vous l'ai dit, c'est un projet collaboratif. Alors, il y a beaucoup de monde impliqué dans cette démarche. Du côté de la recherche, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de chercheurs de 2 universités différentes, de chaque côté de la frontière. Et puis du côté de l'Éducation nationale, qui est donc la structure qui gère l'éducation côté France, on a une vingtaine d'enseignants qui sont impliqués dans ce projet, et puis aussi des conseillères pédagogiques qui permettent de coordonner en fait tous ces enseignants. Alors, les émotions et le contexte scolaire, il y a un intérêt à se poser cette question vraiment en contexte scolaire, puisque maintenant, depuis quelques années, on sait que les émotions, bien évidemment, se développent très jeune, dès l'âge de l'entrée à l'école côté France qui démarre à 3 ans, voire 2 ans dans certaines conditions. Et du coup, on sait que ces compétences émotionnelles, elles vont être impliquées dans les apprentissages dès le tout début.
non seulement les processus cognitifs qui vont être sous-jacents aux apprentissages, ils sont corrélés aux émotions, mais aussi, on sait que, et si parmi vous il y a des enseignants, on sait que la classe, c'est vraiment un lieu où les émotions s'expriment. Et où vraiment on a toute cette question, les relations sont aussi un contexte émotionnel fort, et du coup la classe, que ce soit pour des questions d'apprentissage ou de relations avec les pairs, c'est un contexte où les émotions vont être en jeu. C'est pour ça que vraiment, c'est dans ce contexte-là en tout cas, que c'est justifié cette question de la compétence émotionnelle dans un cadre scolaire et pas uniquement pensée d'un point de vue cognitif, hors classe, pour savoir ce qui se passe pour le développement de l'enfant, mais vraiment qu'est-ce qui se passe, comment les enseignants peuvent être impliqués dans ces compétences-là, dans l'acquisition de ces compétences-là, et comment on peut s'en saisir dès un âge très jeune. Alors, vous allez voir que du coup, je vous ai dit que c'était une démarche vraiment collaborative, et vous allez voir qu'à chaque pas, à chaque étape de cette démarche, effectivement, enseignants et chercheurs ont cherché à avancer main dans la main. Tout d'abord, effectivement, il y avait des questionnements, des interrogations qui étaient communes. Alors, qui étaient communes en partie, et certaines étaient bien évidemment relatives au contexte de pratique du chercheur ou du praticien. Donc, parmi ces préoccupations, il y avait la question de est-ce que vraiment ça peut être un objet d'apprentissage, les compétences émotionnelles? Ça, c'est une question qui vient plutôt du terrain. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant qu'enseignant, on doit se saisir de cette question-là? Et puis, est-ce qu'il est possible de développer des séquences pédagogiques qui vont spécifiquement entraîner ces émotions-là? Du point de vue des chercheurs, les questions elles étaient beaucoup plus théoriques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut établir un lien causal entre des capacités émotionnelles, des compétences émotionnelles et des compétences académiques, par exemple. Et là derrière, vous le savez, les études interventionnelles, c'est le plus haut degré de preuve qu'on puisse établir entre des variables. Donc si on met en place un protocole interventionnel et qu'on établit effectivement que cette intervention, alors qu'on vise des compétences émotionnelles, ont un effet sur d'autres compétences, on peut établir une relation causale entre les émotions et les compétences académiques améliorées. Donc c'était une question aussi théorique. Il a fallu du coup, avec ces questions qui, vous le voyez, ont certes des points communs, mais sont quand même relativement différentes, il a fallu trouver des objectifs communs. Donc il fallait co-construire l'évaluation et penser l'effet d'un enseignement des compétences émotionnelles qui puisse répondre à ces questions de terrain, de pratique et à ces questions de recherche. Du coup, ce qui a été visé, bien évidemment, c'est les compétences émotionnelles. Bon, ça, c'est clair que c'était commun, ça intéressait tout le monde. Et puis, les compétences scolaires. Les compétences scolaires, elles ont été définies telles que compétences mathématiques, compétences langagières et compétences motrices. Je ne parlerai pas trop des compétences motrices aujourd'hui. Non, c'est là. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La seconde, il s'agit de vraiment là rentrer dans la collaboration à proprement parler. C'est-à-dire quel est l'apport des deux parties. Tout d'abord, les chercheurs ont formé les enseignants qui se sont impliqués dans ce projet. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord vraiment des échanges autour de qu'est-ce que c'est que les émotions, comment on va les définir d'un point de vue scientifique. On a établi également des repères développementaux qui correspondent à la tranche d'âge de ces enseignants, enfin des élèves des enseignants, et puis comprendre comment elles se développent, quels sont les stades, quelles sont les premières étapes, etc., à partir de modèles issus de la littérature scientifique. Donc ça, je vous passe, mais c'est... En fait, là, vous voyez des visuels qui sont intégrés aujourd'hui dans le livret, puisque à la fin, en fait, il y a un livret qui a été créé pour les enseignants, un livret pédagogique. Il a été aussi expliqué aux enseignants le lien entre les compétences émotionnelles et la réussite scolaire. Ensuite, il a fallu vraiment construire ensemble, pour pas proposer aux enseignants des outils évaluatifs de leur intervention qui ne soient pas cohérents avec leurs attentes pédagogiques, avec leurs pratiques pédagogiques, il a fallu co-construire des outils pour évaluer effectivement l'effet de l'intervention. Et puis évidemment, construire ces interventions-là. C'est-à-dire qu'il a vraiment été pensé à partir des éléments théoriques qui ont été transmis aux enseignants. Les enseignants, on va dire, avec le regard vigilant d'un point de vue scientifique des chercheurs, ont construit des séquences pédagogiques qui étaient relativement bien ancrées dans leur curriculum d'enseignement pour les émotions.
Donc, les pré- et les post-tests, disons que le lead était un peu plus aux chercheurs, mais il a fallu s'adapter quand même aux pratiques évaluatives, sachant qu'elles sont peu nombreuses en école maternelle. Donc, c'était aussi quelque chose de motivant pour les enseignants d'essayer d'avoir des mesures précises évaluatives chez des si jeunes enfants. Donc, les pré- et les post-tests au niveau des émotions consistaient à vérifier la capacité d'identification, de compréhension et de dénomination à partir, en fait, d'images élaborés. Les pré- et les post-tests mathématiques ont testé donc, les habiletés numériques avec du comptage, du subitizing et un petit peu d'opération, et puis des compétences non numériques avec du raisonnement à partir en fait, de séquences d'algorithmes à compléter, avec des petits jetons, des petites gommettes. Au niveau du langage, en fait, on s'est basé sur des tests qui existaient déjà dans la littérature scientifique et notamment du point de vue clinique. Et du coup, il s'agissait de de désignation à partir on montre 4 images à un enfant, on lui propose de nous montrer le mot prononcé par l'examinateur, du coup. Et pareil, mais au niveau phrastique, donc au niveau de la syntaxe. Les séquences pédagogiques, elles ont été construites sur un modèle théorique qui propose que tout d'abord, il faut pouvoir identifier les émotions primaires, ensuite comprendre les causes de ses propres émotions, mais aussi celles des autres, et puis être capable de les exprimer. Donc c'est vraiment sur cette logique qu'ont été construites les différentes séquences pédagogiques au sein desquelles se sont articulées différentes séances pédagogiques. Donc tout ça, c'est vraiment le vocabulaire qui est spécifique aux enseignants, avec lequel les chercheurs ont dû quand même aussi se familiariser. Régulièrement, quand même, on a confondu la séquence et la séance, alors que pour les enseignants, ce sont des choses très claires. Et du coup, voilà, dans la séquence 1, il y a 3 séances. D'abord, il faut créer le lexique commun pour pouvoir identifier les émotions. Ensuite, il y a vraiment la question de l'identification visuelle, donc la reconnaissance, au niveau des expressions faciales, puis des postures corporelles. Donc on a vraiment un travail qui est séquencé pour pouvoir arriver à être capable de vraiment identifier les émotions. Ensuite, pour la séquence 2, il s'agit donc de comprendre les causes de ses propres émotions et des autres. Et là, on va vraiment travailler sur de l'appariement et de l'association d'une situation à une émotion. Et on travaille de manière multimodale avec également aussi associer une écoute musicale. Donc qu'est-ce que ça évoque une musique par rapport à une émotion pour essayer de comprendre. Et là, on met en lien aussi les ressentis physiques et donc l'expression corporelle. Et enfin, la séquence 3, eh bien, elle va permettre d'exprimer. Et là, on va travailler avec les enseignants travaillent avec différents outils. Que ce soit, on cache le visage et du coup on doit comprendre avec les expressions corporelles, ou bien vraiment être capable de s'exprimer verbalement à travers des petits exercices de jeu de rôle ou de mise en situation. Alors, ça, c'est ce qui a été construit. Ensuite, il a fallu que l'outil soit ce qu'on appelle implémenté. Donc l'implémentation, c'est tout simplement utiliser l'outil dans le contexte pour lequel il a été créé. Et là, on entre en fait dans vraiment l'expérimentation, puisque je vous rappelle que c'est un outil qui est au service des enseignants, mais qui sert aussi des questions de recherche. Donc on est dans de l'expérimentation. Donc là, il a fallu évidemment effectuer les pré- et post-tests. Donc pré-test, c'est-à-dire avant que l'expérimentation soit mise en place, on a testé des enfants à la fois qui vont bénéficier de l'intervention et d'autres qui ne vont pas bénéficier de cette intervention. Et ensuite, on va tester ces mêmes enfants après la mise en place de l'intervention ou bien le suivi pédagogique classique pour pouvoir comparer ce groupe qu'on va appeler expérimental pour ceux qui auront suivi l'intervention Emotimat et le groupe contrôle pour ceux qui auront suivi en fait, leur curriculum classique. Du coup, voilà, ça c'est l'expérimentation. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. On a eu le pré-test en novembre 2021. Ensuite, les enseignants ont mis en place leur enseignement comme ils le souhaitaient dans un laps de temps codéterminé. Ils ont mis en place leur enseignement et puis nous avons post-testé du coup les compétences des enfants dans les 2 groupes comme je vous l'ai expliqué. Les différentes questions qui ont été étudiées, c'est déjà avant
comme je vous ai dit qu'il y avait des questions théoriques sous-jacentes à ce programme, avant toute intervention, déjà, est-ce qu'il y a un lien entre ces compétences émotionnelles qu'on va mesurer chez tous les enfants, qu'ils aient l'intervention ou non, et leurs compétences académiques? Donc ça, c'est la question des corrélations entre émotions et compétences scolaires. Ensuite, en post-test, on va évaluer évidemment l'efficacité de cette intervention, à savoir est-ce qu'on mesure une différence entre au niveau des compétences émotionnelles entre les enfants qui ont suivi l'intervention et ceux qui ne l'ont pas suivi. Et puis la troisième question, c'est est-ce que ces enfants qui ont suivi l'intervention ont aussi de meilleures compétences au niveau académique? Autrement dit, est-ce que l'intervention sur les compétences émotionnelles s'est généralisée à d'autres compétences? Okay. Donc, pour répondre à cette première question de la corrélation entre compétences émotionnelles et compétences académiques, on voit effectivement qu'il y a des corrélations significatives et fortes entre les compétences émotionnelles des enfants. Donc là, c'est le grand groupe, contrôle et expé, c'est avant l'intervention, on est d'accord, entre les compétences émotionnelles et les compétences langagières, mais aussi entre les compétences émotionnelles et les compétences mathématiques. Donc là, en fait, on corrobore des résultats que je vous ai présentés en introduction. Maintenant, au niveau de l'efficacité du programme. Donc là, vous avez les résultats par classe. Donc, ce que vous pouvez voir avec les petites astérisques qui signifient que les résultats sont significatifs, c'est qu'on a eu un effet de l'intervention sur les compétences émotionnelles pour les petites sections et les moyennes sections, ce qui correspond à des enfants de 3 à 4 ans, jusqu'à 5 ans. En fait, en gros, il n'y a pas d'effet sur les plus grands, c'est-à-dire les enfants âgés de 5 à 6 ans. Ceux qui ont bénéficié de l'intervention sont les enfants les plus jeunes. On a donc une triple interaction, effectivement, entre le temps, le groupe et la classe. Pour résumer, ça veut dire que ça a marché pour les petits et les moyens. Et ça a marché, ça veut dire que les compétences des enfants qui ont suivi le programme au niveau émotionnel sont meilleures que celles des enfants qui n'ont pas suivi le programme. Maintenant, vous vous souvenez, on avait aussi la question de est-ce qu'on allait avoir un effet de généralisation, c'est-à-dire est-ce que ces enfants-là, qui sont du coup meilleurs au niveau des compétences émotionnelles, allaient aussi être meilleurs sur leurs compétences académiques? C'est un résultat qu'on ne trouve pas. Ça veut dire, en gros, qu'on ne peut pas parler d'un lien causal, on peut parler d'une corrélation, c'est-à-dire que les choses sont liées, mais qu'intervenir sur les émotions ne permet pas d'être meilleur en compétences académiques de la maternelle, c'est-à-dire au niveau du langage ou des mathématiques. Maintenant, ça, ce sont les résultats, on va dire, vraiment scientifiques, mais comme c'est une recherche collaborative, on s'intéresse aussi aux résultats et aux ressentis des enseignants, qui nous ont fait des retours extrêmement positifs sur l'intérêt de la mise en place, de l'implémentation de cet outil, notamment pour les plus jeunes, où les enseignants ont vraiment ressenti un changement dans, vous allez en parler tout à l'heure, dans le climat de classe, dans les interactions entre les enfants. Ils ont vu les enfants réinvestir régulièrement le vocabulaire appris lors des séances. Ils ont vu les enfants augmenter leur capacité d'expression et non pas cantonner au domaine de l'émotion, mais tout simplement parce qu'en fait, les compétences qu'on entraîne aussi sont quand même des compétences d'expression langagière. Donc, travailler sur vraiment la verbalisation et l'expression, les enseignants, alors on est bien d'accord que d'un point de vue scientifique, on ne l'a pas mesuré, mais les enseignants ont l'impression, de manière ressentie, que les petits s'expriment mieux suite à l'implémentation de ce programme. Ils ont vu des élèves tous très impliqués dans l'activité. Donc tous les élèves ont participé avec plaisir à ça. Et au niveau des grandes sections, du coup, eh bien, le développement de la compétence langagière relative aux émotions, elle est un peu moindre dans le sens où, en fait, peut-être que le programme est un peu moins adapté, d'après les enseignants, aux plus grands. Au niveau de leur propre montée en compétences, les enseignants ont apprécié cet outil parce qu'il leur a permis aussi d'avoir vraiment un retour réflexif sur leur pratique. C'est-à-dire que je vous ai parlé du contexte de l'école maternelle en France, où finalement les pratiques évaluatives un petit peu normées ne sont pas beaucoup pratiquées, et ils ont apprécié cette capacité en fait à pouvoir situer un peu leurs élèves par rapport à une acquisition en cours. Ils ont pu renforcer leur propre sentiment d'efficacité, ils ont apprécié le travail collaboratif et pouvoir bénéficier de cette formation,
puisque c'est pas du tout, ils n'ont pas été utilisés quelque part, c'est vraiment quelque chose qui a été co-construit. Donc ça, c'est des choses très positives qui sont ressorties. Et après, bon, voilà, il y a toutes les questions de ce qu'on appelle les facteurs macro, donc au niveau de l'organisation, des contraintes de l'éducation nationale et tout ça, qui ont été un petit peu des freins à certains endroits. Il faut que j'avance un petit peu. Voilà. Donc je vous disais que cet outil, il a été implémenté sous forme d'un livret qui est en fait modifié au fur et à mesure de son implémentation. C'est-à-dire que régulièrement, on fait des retours avec les enseignants pour améliorer cet outil en vue de sa diffusion. Une fois qu'on l'a, on est en train d'évaluer donc l'implémentation de cet outil. Et quand on aura bien traité toutes les données, bien analysé toutes ces données-là, on va fournir une version définitive qui pourra ensuite être diffusée à l'ensemble des enseignants intéressés par cette pratique-là. C'est donc là qu'on se situe maintenant, et ces mesures d'implémentation, elles se font de différentes manières, que ce soit avec des questionnaires semi-dirigés, des entretiens semi-dirigés. Chaque enseignant a pu remplir aussi, à l'issue de chaque séance, une grille en fait évaluative de comment s'est passée la séance, donc vraiment de l'implémentation, quels étaient les points positifs au niveau de l'implication de l'enseignant, des élèves, etc. Donc ça, c'est aussi des outils qui ont été coélaborés. C'est-à-dire qu'on a fait une proposition aux enseignants, on les a testés, ces outils, avec les enseignants, et on les a modifiés en fonction de leur retour. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Oui ? Oui. Alors, les tests, du coup. Ouais. Ça, c'est les compétences émotionnelles. Oui, en fait, il y a trois compétences testées avec uniquement, effectivement, 2 tests. Donc, la première partie, on présente à l'enfant, effectivement, un panel de visages, et on lui demande, en fait, de nous montrer ou de nous donner, parce qu'en fait, on a eu 2 versions. Une fois, c'était des petites cartes, puis il pouvait nous donner, puis une fois, c'était juste une planche, puis il devait pointer l'émotion qui correspond à ce qu'on lui propose. Donc, donne-moi l'image de l'enfant content, et puis il doit choisir la bonne image. Et ça, sur les émotions primaires. Et l'autre image, enfin, l'autre proposition, en fait, on raconte une petite histoire, alors très succincte, hein. Ce garçon vient de recevoir un cadeau pour son anniversaire. Le visage est neutre, puisqu'il n'y a pas les éléments du visage. Et là, on va d'abord demander à l'enfant de dénommer l'émotion que l'enfant est censé ressentir dans cette situation-là. Et ensuite, on va demander de nous la montrer, puisqu'il y a de nouveau, en fait, une proposition sous cette petite histoire. Je ne le connais pas, mais... Ok, alors c'est juste que là, on s'est placé dans une perspective collaborative et du coup, les tests ont été co-construits avec les enseignants. Mais c'est très certainement très proche. J'imagine qu'évaluer l'identification des émotions, ça ne peut pas se faire de diverses manières. Donc... Juste pour on l'a construit ce test avec Edouard et on s'est inspiré. Ouais, ouais. Adapté au niveau des âges, peut-être voilà, aussi. J'ai créé une illustratrice pour adapter les visages. Mais c'est vrai que le cadeau, c'est proche de la tech, mais on a utilisé. Ensuite, on a créé d'autres vignettes avec des histoires un petit peu plus. Parce que la tech, c'est. Oui, c'est plus adapté à l'âge, je pense. On a rajouté les couleurs, on a mis plus de vie, plus moderne. On a customisé. Actualisé. Alors, c'est une bonne question. A priori, jusqu'alors, je crois que les compétences émotionnelles... je sais que l'année dernière, il y a eu un gros consensus autour ce qu'on appelle, du coup, qui correspond à peu près à ça, des CPS, des compétences psychosociales, pour intégrer un curriculum vraiment au programme de maternelle en France. Mais avant ça, je ne pense pas que ça se
que ça figurait réellement au niveau du programme, en fait. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui, je pense, qui va faire un peu un tournant dans ce qui va se passer, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience de cette nécessité-là. Et pour répondre à votre question de ce que faisaient les groupes contrôle, c'est effectivement très variable, parce que, y compris dans notre groupe, alors je réponds un peu à l'envers, mais y compris dans notre groupe XP, on avait des enseignants qui, avant même de connaître le programme et de s'investir dans le programme Emotimat, mais travaillaient déjà beaucoup les émotions avec leurs élèves, de différentes manières. Et c'était très intéressant d'ailleurs d'avoir leur retour, parce que vraiment, ils faisaient des choses très intéressantes, mais ils ont pu voir que, quelque part, ils n'avaient pas cette structuration en fonction d'un modèle théorique qui permettait d'avancer avec leurs élèves. Et du coup, dans le groupe contrôle, il se peut qu'il y ait des enseignants qui avaient déjà intégré de manière spontanée des émotions, et d'autres qui ne l'aient pas du tout fait. Donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait parfait, mais on ne pouvait pas, en fait, contrôler la pédagogie des enseignants qui s'impliquaient dans cette expérimentation. Mais néanmoins, sur la toute fin, les grilles là, oui. Que vous avez modifiées, là, vous avez un matériau très riche pour voir un petit peu comment ils se sont appropriés. Ah oui, tout à fait. Mais ça concerne du coup... Vous pourriez faire un gros travail. Ah oui, non, mais il y a un gros travail d'implémentation à faire, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de richesse dans les retours des enseignants et dans la manière dont ils se sont saisis de cet outil ou non. Et on a aussi créé d'ailleurs une grille d'observation des pratiques pédagogiques. Et ça, les enseignants ont été très, très heureux de participer à cette construction-là, parce qu'ils se sont rendus compte en fait, de la bienfaisance pour leur pratique, d'avoir ce regard-là, et puis d'être quand même cadré avec une manière de regarder. Donc, ouais. Et avec bienveillance, oui, tout à fait, sans jugement à aucun moment. Ouais. On a utilisé des vidéos, d'ailleurs, j'avais hésité à vous mettre un extrait, mais vu que le projet est quand même large et que j'avais déjà beaucoup de choses à vous dire, je me suis dit, si je mets un extrait aussi, ça va être vraiment long. Ouais. Merci pour votre présentation, c'était extrêmement clair. Vous nous avez présenté les résultats des groupes. Est-ce qu'à l'intérieur de ces groupes, il y avait des effets différents en fonction des niveaux de base des élèves au départ? Ou est-ce que vous avez déjà pu explorer ou pas? Alors, comme on est dans des analyses vraiment là par classe et de groupe, on ne va pas les regarder en fait enfant par enfant. C'est pas notre objectif. On peut pas faire ce type d'analyse. Maintenant, ce qu'on va certainement regarder, c'est éventuellement les différences en fonction des milieux socio-économiques. Parce qu'en France, on a en fait des quartiers dits prioritaires, donc réseau éducation prioritaire. Et du coup, on a des écoles qui sont issues de ces milieux-là et d'autres milieux. Donc, on va même pouvoir regarder en amont de l'intervention si on a déjà une différence et éventuellement si les enfants qui partent avec un peu de retard bénéficient plus de cette intervention que les autres. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir regarder. Mais on ne pourra pas les regarder, peut-être pas les niveaux de base, parce qu'aussi, il faut dire que les tests, ils devaient quand même être adaptés écologiques au contexte scolaire, et on ne pouvait pas, du coup, avoir énormément d'éléments pour pouvoir faire des groupes de niveau sur des scores qui ne sont pas si étendus que ça, en fait. Oui, là, voilà. Nous, là, le gros travail d'implémentation est fini. Maintenant, on va tout analyser. Vous aviez une question? Oui, moi j'avais une question. Merci pour la présentation. C'était très clair. Est-ce qu'on peut revenir juste sur les résultats? Oui, on peut. Je voulais juste poser une question par rapport au fait qu'on observe qu'il y a un effet qui va diminuer au fur et à mesure de l'âge des enfants. Oui. Et je me demande comment c'est interprété. Le fait que les élèves, chez les élèves de grande section, ça n'a pas d'effet d'entraînement. Est-ce qu'à votre avis, c'est parce qu'ils ont déjà atteint finalement un niveau de compétence suffisant, en tout cas un plein niveau de compétence d'identification des émotions, ou est-ce que c'est le test peut-être qui n'est pas assez sensible pour eux? Est-ce qu'ils sont en train de développer peut-être reconnaissance de l'émotion moins primaire? Quelle est votre interprétation? Alors, vous avez évoqué les deux principales interprétations. On le voit en fait sur le graphique très certainement qu'on a un effet qu'on appelle un effet plafond de notre test. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est que les enfants de grande section ont déjà acquis tous un niveau suffisant, ou que notre test n'est pas suffisamment sensible, effectivement, aux différences à cet âge-là? Mais on voit quand même qu'ils sont à 80% de réussite au pré-test. Donc, il est difficile après de pouvoir mesurer en fait une progression quand il reste que 20% de progression. Donc ça, c'est une première explication, interprétation de ce non-effet chez les plus grands. Une autre possibilité, effectivement, c'est que ce programme serait plus adapté
par rapport aux critères, aux repères développementaux à des plus jeunes, et qu'il faudrait, et c'est le projet qu'on est en train de mettre en place pour l'année prochaine, aller plutôt vers la gestion des émotions avec des enfants de 5 ans. Et c'est cohérent avec ce qu'on a regardé, puisque là, on est en train aussi d'analyser les effets différés, donc voir si en fait on maintient cet effet chez les enfants. On est retourné tester en fait une année plus tard, pour voir si entre le groupe expérimental et le groupe contrôle, on avait toujours le même effet. Et on voit qu'en fait, cet effet disparaît. C'est-à-dire qu'au niveau développemental, ils finissent tous par arriver là. Mais ce qui est plutôt positif d'un point de vue développemental, on est content. Maintenant, ça veut dire que, en fait, on fait gagner, quelque part, on fait prendre de l'avance aux tout petits, et que du coup, ensuite, faut continuer à construire des outils qui vont permettre d'aller plus loin pour les plus grands. Puisqu'on peut imaginer que cette avance prise, peut-être que si on avait mesuré là, en post-test différé, d'autres compétences, peut-être que nos petits qui ont bénéficié de notre intervention sont déjà meilleurs, par exemple, en gestion d'émotions, parce qu'ils ont acquis plus tôt des compétences d'identification des émotions. Tout ça, c'est hypothétique, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, mais ça, en tout cas, ça nous donne des indices pour dire que ce protocole, il fonctionne. C'est vraiment intéressant pour les plus jeunes, et peut-être qu'il y a des adaptations à faire, que ce soit au niveau de la mesure ou de l'implémentation de nouveaux outils pour les plus grands. Oui, j'ai encore le temps ? Non. Désolée. Ou alors elle est courte la question ? Je vais répondre court, moi. Oui ou non ? Oui. Donc, et là, je rebondis sur une autre question. Ah là là. Et si on imaginait qu'aux classes de ceux qui sont, les plus jeunes, qui ont 3 ans, on se contente de travailler sur ces 4 premières émotions, mais qu'ensuite on augmente le nombre d'émotions. Ça a été une alors, c'est une proposition, et je pense qu'il y a d'autres études qui l'ont fait. Nous, on ne l'a pas fait, mais oui, effectivement, ça aurait été pertinent, c'est pertinent d'aller sur d'autres émotions pour les plus grands. C'est vraiment à peu près la même question de dire est-ce qu'il n'y avait pas une adaptation à faire pour les plus grands. Oui, tout à fait. C'était court ? Juste vérifier quelque chose. C'est ce que je pensais. Pas le son. Nicolas, comment je fais pour ça ? Ah, il y a la boîte. Ah oui. Mais comment je vous dis d'aller sur l'en-parle ? C'est bon. Ça fonctionne. Je vous ai réveillé là. Voilà. Alors bonjour rebonjour. Hop. Voilà. Alors, donc moi je vais vous parler d'un programme qu'on a implémenté dans les classes en Valais, une partie de la Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Suisse. C'est un programme que j'ai implémenté dans les écoles avec des enfants âgés de 5-6 ans dans le cadre de ma thèse de doctorat, avec notamment Édouard Genta, sous la direction d'Édouard Genta et d'Anne-Claire Georgie de la HEP Vaud. Et donc l'idée, comme vous allez voir aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu plus spécifiquement le contenu de ce programme, les effets qu'on a pu obtenir au niveau des résultats qu'on a retrouvés au cours de nos 3 études, puisqu'on a mené 3 études sur le terrain, et qu'on a pu, au fur et à mesure de ces études, améliorer le programme. Et la dernière version du programme s'inscrit clairement dans ce processus d'implémentation qui s'est déroulé en 3 temps et que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Donc le programme, la particularité de ce programme,
comparativement à ce que Laura a pu vous présenter juste avant, c'est que nous, on a travaillé certaines compétences socio-émotionnelles en faisant usage d'un outil spécifique, à savoir le jeu de faire semblant, et qu'on a réalisé un travail non seulement sur ces compétences socio-émotionnelles, mais en plus sur le jeu de faire semblant, avec tout un travail d'étayage qu'on a été amené à réaliser autour de cet outil, qui est un formidable outil pédagogique, qu'il s'agit vraiment de pouvoir investir dans les écoles, en particulier dans ces premières années de scolarité. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc je vais commencer avec une petite introduction où je vais vous poser les concepts clés qui traversent donc le programme qu'on a implémenté dans les écoles, avec bien entendu les compétences socio-émotionnelles. Alors pourquoi je me suis orientée sur des recherches qui touchent aux compétences socio-émotionnelles? Il y a une grande raison. Alors déjà, moi je suis enseignante primaire de formation et je suis également formatrice d'enseignants actuellement. Et il y avait la question de est-ce que dans le système scolaire, en tout cas en Suisse, on travaille ces compétences socio-émotionnelles? Nous, en tout cas, dans notre région, il y a des choses qui bougent. Maintenant, à la grille horaire, ils veulent introduire des plages horaires pour travailler explicitement ces compétences qu'on appelle capacités transversales aussi chez nous. Donc, il y a ce souhait d'avancer par rapport à ce travail autour des compétences socio-émotionnelles. Mais moi, j'avais surtout aussi, en tant que formatrice, des retours d'enseignants qui, justement, étaient démunis avec des élèves, notamment de 5-6 ans, autour de cette thématique des compétences socio-émotionnelles. Et à un moment donné, il a fallu commencer à investiguer la littérature et à se dire, mais comment on peut les optimiser au mieux? Et quand on investigue la littérature sur le jeune enfant, on se rend très vite compte que les jeux sont essentiels à mobiliser et à utiliser pour développer ces aspects-là. Donc c'est un petit peu ce qui fait qu'on s'est orienté sur ces recherches. Donc les compétences socio-émotionnelles, là j'ai mis 3 images qui sont tirées du programme, des illustrations qu'on a créées dans le cadre de notre programme. On en a créé, je crois qu'on en a 48 illustrations avec, ici, vous voyez, on retrouve la compréhension des émotions, la régulation des émotions, le comportement prosocial. C'est les 3 compétences qu'on a ciblées dans le cadre de notre programme. Compréhension des émotions, pour pouvoir jouer avec des camarades de jeu, il faut être capable de décoder les signaux émotionnels qui sont exprimés par mon partenaire de jeu, être capable de les identifier chez moi, être capable également de comprendre l'état de détresse d'une amie qui est triste, pouvoir comprendre, décoder ces signaux, puis en plus être capable de réguler mon propre état émotionnel pour pouvoir lui venir en aide, si je veux agir de manière prosociale. Ici, on a un exemple de stratégie de régulation qui est le réconfort physique, par exemple. Là, c'est du partage social. Enfin, voilà. Je voulais introduire ces 3 compétences avec ces images qui vous introduisent aussi un petit peu au programme et aux images qu'on a utilisées dans le cadre de ce programme. Ça, c'est les images du programme on en a d'autres, qui illustrent les stratégies de régulation des émotions. Ça, c'est réconfort physique, distraction comportementale, et l'autre, c'est partage social, par exemple. Donc, elles sont essentielles, ces compétences socio-émotionnelles. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par Laura Alaria. Il y a un consensus actuellement évident sur le plan scientifique qui met en avant le fait qu'il s'agit d'intervenir précocement sur ces compétences pour favoriser notamment la réussite scolaire de l'enfance, sa réussite ultérieure, mais également son bien-être général. Donc elles font partie de ce qu'on appelle les apprentissages fondamentaux. Donc ces apprentissages qui sont fondateurs d'une scolarité réussie. Puis en investiguant la littérature, on se rend très vite compte que ce sont des vastes catégories, ces compétences socio-émotionnelles, en fonction du modèle qu'on utilise. Ici, c'est le modèle de Dean, ses collaborateurs, avec la conscience de soi, l'autorégulation, prise de décision responsable, aptitude relationnelle. On peut ensuite entrer plus spécifiquement dans des compétences plus circonscrites. C'est ce qu'on a fait en ciblant notamment la compréhension des émotions, la régulation et le comportement prosocial. J'ai mis là quelques définitions.
Suivant les auteurs, on n'a bien entendu pas tout à fait les mêmes définitions. Nous, on a englobé dans la compréhension des émotions tout ce qui a trait à l'identification des émotions et puis aussi, bien entendu, la capacité à comprendre les causes et les conséquences des émotions. Réguler les émotions, c'est pouvoir exercer un contrôle, un monitoring de sa vie émotionnelle, de l'expression également de ses émotions, pouvoir les réguler également chez les autres. Puis le comportement prosocial, ce sont tous les comportements destinés au bénéfice de l'autre, comme aider, partager, coopérer, réconforter, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a ciblé. Maintenant, le jeu de faire semblant, qu'est-ce que c'est? Alors, dans la littérature, je pense que tout le monde est assez familier avec le mot jeu symbolique. Généralement, c'est ce qu'on entend plus facilement. Je ne vais pas entrer dans le débat jeu symbolique, faire semblant. Nous, on a choisi un cadre de référence théorique qui est celui qui a été développé par Vygotsky, qui a élaboré une théorie compréhensive du jeu de faire semblant et qui ne parle pas de jeu symbolique. C'est pour cette raison-là qu'on a opté pour cette terminologie. Piaget parle de jeu symbolique. Il y a des différences. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'on met derrière ces termes et sur les bénéfices au niveau du développement psychologique de l'enfant. Alors, pour vous introduire à la définition, rien de tel qu'une petite vidéo où vous allez pouvoir découvrir ce qu'on met derrière jeu de faire semblant. Donc là, on voit bien la création de la situation imaginaire. Elle est bien présente. Donc, si on reprend les éléments de la définition du jeu de faire semblant, création d'une situation imaginaire, elle était assez... l'enfant s'affranchit du réel, lui donne une nouvelle signification. Il va lui donner une nouvelle signification en fonction de ses besoins de compréhension, en fonction de ses besoins émotionnels du moment. On le voit de manière intéressante. Là, on les voit apparaître, toutes ces compétences socio-émotionnelles qu'il est amené à devoir mobiliser. Régulation des émotions. Tiens, ma petite sœur va se faire manger par le requin. J'ai peut-être pas envie de continuer le jeu, donc ça devient trop intense émotionnellement. Donc je reviens dans le pour de vrai. J'étais dans du pour de faux. J'en sors, donc j'apprends aussi à me réguler de cette manière-là. Il y avait des émotions mixtes. Je suis très heureux d'avoir un petit peu peur ou d'être très en colère. Et puis, plus le jeu se sophistique, donc quand il se sophistique, il devient aussi plus social. Donc, plus il va être amené à pouvoir apprendre à résoudre des problèmes interpersonnels avec ses camarades de jeu, à devoir faire preuve de prosocialité également dans ces moments de jeu. D'où l'idée de le faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on parle des TH de jeux de faire semblant, qui deviennent de plus en plus matures, parce que plus il devient mature, plus il sera susceptible de générer des opportunités relationnelles entre les enfants et de lui permettre également, du coup, de réinvestir ses compétences socio-émotionnelles. Donc, création d'une situation, il va agir autrement en fonction de ce qu'il voit. Dans le jeu de faire semblant, il y a des règles, contrairement à ce qu'on imagine. Il y a les jeux de règles, mais dans le jeu de faire semblant, il y a aussi des règles. Et les enfants se les imposent, ces règles. Puis s'ils jouent à plusieurs, je peux vous assurer qu'ils les imposent aussi aux autres. On avait dit que tu étais le docteur, et le docteur, il fait ça. Tu n'es pas censé faire une piqûre, tu es le patient. Ou à eux-mêmes également, ils se les appliquent. Si je joue le rôle du chasseur de requins, je ne vais pas agir de la même manière. Je ne vais pas mobiliser le même répertoire de comportement, les mêmes règles de comportement si je suis dans le chasseur de requins ou si je suis le docteur. Ou alors, je peux être un docteur loufoque, mais je me fixe des règles qui sont liées au rôle que j'ai décidé d'investiguer. Donc, au niveau inhibiteur, c'est extrêmement intéressant. Donc, régulation des émotions, de nouveau, c'est extrêmement intéressant. Mais de nouveau, il faut faire en sorte de faire évoluer le jeu. Si on est sur un jeu immature, du genre vroom vroom avec la voiture, pendant 10 minutes, un jeu très stéréotypé, l'enfant va peu mobiliser ses compétences socio-émotionnelles, mais également les fonctions exécutives, si je fais le lien avec les fonctions exécutives. Donc, interprétation de rôle.
Activité maîtresse, pour les tenants vygotskiens et dans la littérature maintenant scientifique, on a de plus en plus d'études qui mettent en évidence ces liens, à savoir que ce serait une activité qui serait vraiment, pour ces tranches d'âge-là, la plus susceptible, quand je dis tranche d'âge-là, c'est 3, 6, 7 ans, de générer des gains développementaux importants, justement propres à ces tranches d'âge-là. D'où l'idée de s'intéresser à ce type d'activité. Si vous voulez aller plus loin par rapport à cette question du jeu de faire semblant, nous, on a coordonné, j'ai co-dirigé avec Édouard un numéro spécial sur le jeu, puisque j'ai envie de vous dire, il y a énormément de choses à faire au niveau de la recherche par rapport à ça. Chez les tout-petits, on a d'ailleurs Fleur Lejeune qui a écrit un article chez les tout-petits. On s'est rendu compte très rapidement que c'était le désert de Gobi au niveau des recherches qui sont menées par rapport à ça. Jean Piaget, bien entendu, le jeu de faire semblant, et puis les liens avec jeu de faire semblant émotion, jeu de faire semblant et contenu plus académique également. Puis tout ce qui a trait à la déficience visuelle, le jeu chez l'enfant sourd, avec Jennifer Malcert également, si vous voulez aller plus loin par rapport à cette question du jeu. Ok, alors le programme, la dernière version du programme, je l'ai déjà dit en début de présentation, s'inscrit dans un processus d'implémentation qui s'est déroulé en 3 temps, avec une première étude qui était exploratoire, pilote, où j'ai moi-même testé une première version du programme avec un groupe d'élèves. J'y ai amené des régulations, un groupe d'enseignantes ensuite dans l'étude 2 que j'ai coaché avec environ 20 heures de formation autour de ces contenus, autour du programme. Elles ont pu implémenter le programme, nous donner des feedbacks, on y a amené des régulations. Et la dernière étude, c'est l'implémentation à grande échelle avec un plus grand groupe d'enseignantes, avec la dernière version et avec des mesures où on évalue l'implémentation. On a des indicateurs notamment de la fidélité, de l'implémentation, de la faisabilité que je vais vous présenter ensuite. Donc, procédure générale, dans ces 3 études, ça s'est déroulé plus ou moins de la même manière. On retrouve la procédure qui a été déjà décrite par Laura juste avant, prise de contact avec les enfants. Alors nous, on a fait des évaluations aussi collectives. On avait des variables contrôle pour évaluer le niveau d'intelligence verbale, non verbale, les capacités en théorie de l'esprit de l'enfant. Et puis pré-test autour de ses compétences socio-émotionnelles. Dans l'étude 3, on a aussi évalué les niveaux de jeu de faire semblant en pré-test, avec des entretiens individuels avec les enfants, et puis des questionnaires qu'on a donnés aux parents, aux enseignants également, pour la régulation des émotions, pour évaluer le jeu, la dimension prosociale, implémentation du programme et les post-tests où on a refait ce qu'on a fait en pré-test. Donc pour les 3 études, on a un groupe contrôle. Alors on a eu un petit débat, est-ce qu'il est passif, pseudo-passif Pourquoi ? Parce qu'on s'est assuré que dans les classes du groupe contrôle, toutes pratiquaient du jeu de faire semblant. Donc chez nous, dans notre partie de la Suisse, ce qui n'est pas le cas dans tous les cantons en Suisse, elles font du jeu de faire semblant et elles l'étayent. Donc il y a des classes où il n'y a pas de jeu de faire semblant, où il n'y a même pas du jeu de construction, où les enseignants travaillent en atelier, très dirigé. Les enfants mettent leur pince à linge, là, puis changent de couleur d'un atelier à l'autre, et où c'est très, très structuré. Donc nous, on s'est assuré qu'il y avait ces temps de jeu et qu'elles étaient capables de pratiquer un étayage libre de ce jeu de faire semblant dans les 2 groupes, sauf que dans le groupe expérimental, on y a ajouté le programme avec un étayage du jeu de faire semblant, comme vous allez le voir, qui est beaucoup plus ciblé autour de ces aspects socio-émotionnels. Donc là, j'ai mis recyclage 1-2H. Qu'est-ce que c'est chez nous ? Toutes les enseignantes qui travaillent avec des enfants de 4-6 ans ont eu l'obligation de se former au jeu de faire semblant et à l'utilisation de cet outil pour développer, entre autres, des aspects socio-émotionnels. Et donc, avec moi, elles ont eu 20 heures de formation pour le groupe expérimental. J'ai mis là, parce qu'on est limité par le temps, je ne vais pas vous décrire toutes les mesures qu'on a utilisées, mais voilà, vous avez pour le comportement prosocial, une épreuve d'initiative altruiste, une épreuve de challenge social, la régulation des émotions. On a créé un entretien pour évaluer les stratégies de régulation des émotions négatives, la compréhension des émotions. Ça, je vous montrerai on retrouve le test qui a été présenté par Laura pour évaluer la compréhension des émotions.
je vous montrerai quelques exemples de tests qu'on a utilisés. Donc 11 séances d'environ 1 heure hebdomadaire, le programme, avec certaines séances dans la dernière version du programme qu'on a dû scinder, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les premières étaient trop denses, donc on les a scindées en 2 fois 30 minutes. Il y a des séances, par exemple, quand on introduit les accessoires de jeu, où on a donné plus de temps pour la phase d'exploration du matériel, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants étaient frustrés de devoir démarrer l'activité en découvrant du nouveau matériel. Puis on leur disait, non, mais là, ce serait intéressant que vous puissiez imaginer une petite histoire qui tourne autour, alors qu'eux, ils voulaient déjà explorer le matériel. Donc on a rajouté des plages d'exploration des accessoires, où là, déjà, on pouvait entrer dans les rôles, discuter avec eux. Donc on s'est laissé un petit peu plus de marge par rapport à l'introduction notamment du matériel. Donc c'est un programme qui est inspiré notamment des travaux de Sarah Landry, qui elle-même s'est appuyée sur un programme anglo-saxon Second Step et puis sur l'ouvrage Bodrova et Leong. Peut-être que vous connaissez le fameux programme Tools of the Mind, où le jeu de faire semblant est extrêmement présent également. Et donc nos séances se déroulent toujours de la même manière. Il y a un temps de préparation au jeu, de faire semblant, où on va travailler des éléments spécifiques qui sont liés à ces compétences socio-émotionnelles, suivis systématiquement par un temps de réinvestissement dans des moments de jeu de faire semblant. Donc, comme vous allez le voir, ces moments de jeu de faire semblant visent, on va lancer par exemple des défis aux enfants qui visent à volontairement réutiliser ce qu'on a travaillé juste avant avec eux, dans le temps de préparation. Donc, une gradation progressive, avec des temps d'activité structurés avec le collectif beaucoup plus importants dans les premières séances. Et plus on avance dans les séances, plus les temps de jeu deviennent importants. Les temps du temporel est important, c'est un indicateur notamment de maturité du jeu. Et le jeu est étayé, prend de la place. Par exemple, dans la dernière séance, on est à 50 minutes de jeu de faire semblant et on se cible vraiment sur cette activité-là avec eux. Donc, comment on progresse ? Il me reste combien de temps ? Il faut que j'avance plus vite. Non, mais comment je me suis pas donné de temps ? Ouais, bah 15-20 minutes, c'était. J'arrive. Hein ? Je vais plus vite, bon. Donc, très serré au début. Donc mime, activité du type, voilà, c'est l'anniversaire d'un camarade d'école, tout le monde se lève, on mime l'émotion, après on y ajoute la dimension prosodique, on leur lance des défis ensuite, séance 6, 7, 8, 9, par exemple, on a travaillé sur la joie, on va leur dire, maintenant on va imaginer une petite histoire où vous êtes joyeux, vos personnages vont ressentir de la joie, puis on va les aider à construire cette histoire. On va ensuite discuter ensemble des histoires qui ont été imaginées, qui ont été jouées. On introduit des accessoires justement qui génèrent des thèmes de jeu, comme le jeu papa-maman, le jeu du docteur, ensuite des thèmes plus fantastiques, parce que dans la littérature, des thèmes plus fantastiques seraient les plus susceptibles d'améliorer le développement notamment des fonctions exécutives. Max 5 minutes, merci. Ça va, alors je suis large. Donc, défi qu'on leur lance à partir de la séance 6, 7, 8, 9, 10. Un livret pédagogique qu'on leur a également donné pour intervenir de manière un petit peu plus libre dans ces temps de jeu, où elles vont pouvoir cibler tout ce qui a trait aux représentations, scénarios, rôles, langage, qui sont les composantes, les éléments centraux qui structurent le jeu de faire semblant. Donc, elles ont reçu également ça dans le groupe XP. Puis là, vous avez ce qu'on a visé comme objectif d'apprentissage pour les compétences socio-émotionnelles, avec les premières séances qui ciblent la compréhension des émotions. Donc, les premières, c'est, je dirais, les basiques. On travaille sur l'identification des émotions, tout ce qui a trait ensuite, travail autour de la voix, des cognitions, tendance à l'action, comprendre que les émotions pour une même situation peuvent être différentes. Donc ça, ce sont toutes des illustrations qu'on a créées. Travail sur les émotions mixtes. Ici, on leur fait vivre qu'est-ce que c'est d'être très joyeux et un petit peu triste. Et ils doivent remplir le récipient à émotion avec des fécules de maïs. L'intensité de l'émotion. Les stratégies de régulation des émotions. Donc là, vous avez distraction cognitive, techniques physio-relaxantes. Donc ce sont toutes des stratégies qu'on leur amène.
Travail sur le partage d'émotions positives, ça c'est un formidable livre, hein, je peux que vous le conseiller. Toutes les enseignantes ont été fans de cette séance sur les mots doux. Donc se dire des mots doux, partager une émotion de joie. Vraiment joli livre, joli moment. À la fin, la marmotte, elle se demande si elle va pouvoir redire des mots doux. Je dois pas teaser la fin. Bon alors, je tease pas. Vous verrez, il y a du suspense. Elle a les étiquettes de rôle pour travailler le rôle du docteur, l'infirmier, le patient. Donc on leur amène aussi là des outils pour travailler les rôles. Puis les 3 dernières, c'est vraiment le travail autour de la résolution de problèmes interpersonnels. L'idée étant, dans les 3 dernières séances, qu'ils réinvestissent tout ce qu'on a travaillé au préalable, les stratégies de régulation et tout ce qui a trait à la compréhension des émotions. Et là, vous avez les étiquettes de rôle. Pour jouer le rôle du sorcier, toi tu seras le sorcier. Donc ils peuvent utiliser les étiquettes s'ils le veulent ou pas, hein, ils sont libres. Puis là vous avez une image d'une situation qu'on discute avec eux. Ces 2 enfants qui veulent, le petit garçon qui veut jouer au docteur, la petite fille elle est déjà en train de jouer au docteur. Voilà, donc travail autour de la résolution de problèmes. Résultat, les améliorations... Globalement, au travers des 3 études, qu'est-ce qui ressort et qu'on retrouve comme effet, c'est la compréhension des émotions. Dans les 3 études, c'est ça qui s'améliore de manière significative comparativement au groupe contrôle. Donc de meilleures capacités à comprendre les émotions. Et puis, au niveau de la régulation des émotions, c'est un peu plus contrasté. Là, dans la dernière étude, on s'est rendu compte qu'ils diminuaient les réponses agressives qu'ils donnaient à une épreuve de challenge social. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que lors de notre première étude, ils ont aussi une diminution des stratégies de régulation dysfonctionnelles. Donc, on peut faire un lien sur le fait que ça impacte quand même la régulation des émotions négatives. Donc ça, je vous mets juste le lien vers les études, je ne vais pas les détailler, ça c'est la dernière qu'on vient de publier dans Acta Psychologica, et puis les résultats de la dernière étude avec les réponses agressives, diminution des réponses agressives à une épreuve de challenge social où ils évoquent moins, ils donnent moins de réponses agressives à ce type d'épreuve. Ça, c'est quelques exemples d'épreuves qu'on a utilisées pour évaluer la compréhension des émotions que Laura a déjà pu évoquer. Et puis, alors, le programme semble renforcer la capacité des enfants à imaginer la perspective émotionnelle du rôle qu'ils incarnent, au travers notamment de ces temps de jeu, de faire semblant, à renforcer également leur capacité à comprendre l'expérience émotionnelle des autres, à identifier les caractéristiques des situations qui génèrent des émotions. Puis, c'est vrai qu'on a retrouvé dans les 2 premières études un effet en particulier pour la colère, et on sait que la colère, c'est une émotion qui pose problème à l'école, pas que à l'école, mais souvent les enseignants relatent le fait que les enfants qui expriment de la colère très souvent et de manière intense sont considérés généralement comme des élèves perturbateurs. Et là, on a un effet particulier pour la colère. Alors, probablement, c'est dû au fait qu'on revient souvent sur cette émotion dans le cadre du programme. Et puis, par rapport à la régulation des émotions négatives, comme on travaille sur les stratégies de régulation, il est probable qu'ils aient intégré de nouvelles règles de comportement, de nouvelles stratégies qui font que ça diminue notamment les réponses plutôt agressives. Et puis, quand ils jouent, c'est aussi un lieu de relâchement des tensions où ils vont pouvoir exercer un contrôle également sur leurs impulsions agressives. Ça, c'est les mesures d'implémentation. Je passe rapidement. Ça rejoint ce que Laura a évoqué. On a créé des outils qui permettent d'évaluer l'implémentation du programme avec des grilles hebdomadaires, une grille, un questionnaire à remplir à la fin de l'implémentation du programme également. Et puis, les perspectives pour la suite. Si vous êtes intéressé par le jeu, il y a plein de choses à faire dans ces petits degrés, plein d'approches pédagogiques qu'on peut mettre en œuvre. Les play words, nous, on a testé, c'est une approche, mais les anglo-saxons, ils sont, comparés à nous, ce qu'on fait en francophonie, ils sont bien avancés par rapport à l'utilisation du play-based pédagogie. Et donc là, il y a plein de recherches à poursuivre sur ce sujet. Et donc, le jeu, c'est un outil pour apprendre, un outil qui s'enseigne. Importance de la formation des intervenants. Développer également ses propres compétences émotionnelles, ça c'est essentiel également du côté des enseignants.
pas juste appliquer un outil si soi-même, eh bien, on n'est pas au clair sur ses propres émotions. Et moi, j'aime pas d'ailleurs donner mon outil clé en main comme ça, parce que je préfère accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de l'outil, parce que si on n'a pas compris les fondements et que soi-même, on n'a pas fait un travail sur cette vie socio-émotionnelle, on peut faire l'hypothèse que ce sera peut-être moins bénéfique également pour les élèves. Voilà, je crois que... Je ne sais pas si j'ai dépassé. Hein? Une question. Hein? C'est pas vrai. Pas de questions? Merci. Oui. Oui. Oui, je vous la donne après. Voilà, on va tenter, si vous le voulez bien, je vais vous faire une proposition en 10 minutes. Et comme en même temps, je suis extrêmement intéressé par vos questions et commentaires que je vais utiliser pour mon travail de thèse, je serais extrêmement honoré si vous aviez quelques questions que vous pouvez garder pour la fin, que vous pourriez poser en même temps qu'à mes collègues Nathalie et Gladys, ou bien carrément par mail. Je suis très intéressé. Voilà. Peut-être, pour aller rapidement à l'essentiel, vous dire que j'ai la chance, en tant qu'enseignant primaire, de travailler sous la direction d'Andrea Samson dans le cadre de l'Université de Fribourg. Et comme Sylvie, je travaille à la Haute École Pédagogique du Valais dans la formation des profs. Et merci, c'est un honneur de pouvoir venir à ce symposium. Il y a Edouard qui est là. C'est très stressant, mais en même temps, voilà, j'aime bien le challenge. Et du coup, la pression du temps m'arrange, parce que si je suis un peu évasif, les gens vont dire c'est parce qu'il n'avait pas le temps de développer, donc c'est bon. Peut-être vous dire, de là où je viens, il y a un véritable enjeu, c'est peut-être ça l'élément le plus important de cette présentation, il y a un véritable enjeu de comment est-ce que l'école est capable de prendre en compte les différences au service du groupe et de chacun. Ce n'est pas un slogan, c'est comment est-ce qu'un enseignant ou une enseignante est capable de prendre en compte l'hétérogénéité de la classe, les besoins particuliers des enfants, dans une logique fructueuse en termes de climat de classe et pas dans une logique de tri par le manque. Et dans ce cadre-là, l'enjeu de ce qu'on appelle les forces de caractère ou les forces personnelles ou les ressources personnelles, c'est pas encore très bien stabilisé en français, c'est un levier qui nous paraissait intéressant pour développer une attention différente à l'autre dans la classe, sans être dans une logique d'étiquetage, hein, on n'est pas dans ce genre d'éléments-là, mais de lutter contre un espèce de biais de négativité et de se dire quelles sont les richesses que chacun peut apporter dans la classe. Et au-delà de cette idée très généreuse, il y avait aussi une question importante, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme intervention pédagogique qui permet de nourrir ces compétences socio-émotionnelles, mais plutôt sur le côté social des élèves, dans leur capacité à se voir et à voir les autres aussi en fonction d'un filtre qui prend en compte les richesses du groupe. Vous savez, les enfants à certains âges peuvent être très durs les uns envers les autres, surtout quand l'enseignant ou l'enseignante considère que son travail n'est pas de prendre en charge le climat de classe. Et on va essayer de proposer effectivement des outils et une formation qui permettent aux enseignants de monter en compétence dans le fait de nourrir un climat de classe fructueux pour toutes et tous. Alors, vous savez que je vais être un peu rapide. Si ça vous intéresse, vous pouvez flasher le code QR et vous avez les slides sur Internet avec toutes les références qui sont cliquables et le site Internet que je vais présenter dans quelques minutes qui est aussi accessible. Donc quand vous serez ce soir à la maison en train de siroter un bon verre de rouge à la fin de cette journée, si vous voyez 2-3 éléments dans les slides que vous avez envie de regarder à ce moment-là, voilà, je serais très intéressé à avoir vos retours très pointus sur certains éléments. Et je suis à disposition à 11h15 au cas où. Peut-être au niveau de l'introduction, juste rappeler qu'il y a une évidence assez claire sur ces enjeux-là qui sont vifs actuellement. L'inclusion scolaire, c'est des termes que vous connaissez très bien en Suisse, en France ou même ailleurs. Et cette idée vraiment de se dire qu'au-delà du slogan de tout le monde a le droit d'être ici et maintenant dans cette classe pour fonctionner, il y a derrière
un moteur pédagogique qui est de dire comment est-ce que les enseignants font pour cette magie du quotidien, pour faire communauté en prenant en compte tous les besoins sans s'épuiser. Et naturellement, ça convoque deux notions importantes. La notion d'interdépendance positive qui est très très bien stabilisée. Hein. L'idée de se dire comment est-ce que, avec le copain dans la classe, ça me renforce. Comment est-ce que la collaboration avec l'enfant qui est TSA, avec l'enfant qui a une dyslexie ou avec l'enfant qui est un petit peu agité ou au contraire trop sage et trop discret, comment est-ce que ces collaborations-là, elles peuvent, moi en tant qu'élève, me grandir aussi? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Et en même temps, là où il peut y avoir des difficultés scolaires, comment est-ce que l'enseignant fait pour développer le pouvoir d'agir de chaque enfant? Que chaque enfant se sente partie prenante de la classe. Donc là derrière, on a été convoqué des notions issues de ce qu'on appelle la psychologie positive, qui est très bien connotée par certains, pas du tout par d'autres. Il y a des critiques très légitimes et très pertinentes. Il y a beaucoup de bullshit aussi, avec une grande incompréhension sur ce qu'il y a là derrière. Donc je vous ai mis les références principales qui permettent de situer mon propos vraiment dans un cadre d'une étude scientifique des conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des individus. Et dans ce courant-là, on a cette notion tout aussi pas mal discutée de force de caractère, un peu maladroite dans sa traduction française, qui a plusieurs modèles aussi, avec des classifications différentes, critiquables, et en même temps, avec quelque chose de très fructueux pour aider l'enfant à se voir et à voir avec des balises qui l'aident à mettre en évidence des ressources qu'il peut activer dans un contexte donné. Donc, un petit peu sur les modèles, et merci beaucoup pour vos présentations hyper intéressantes. Je me suis beaucoup retrouvé dans cette idée de fait avec les enseignants pour les enseignants, vous le verrez. Dans ce modèle-là, on a essayé de développer notre propre programme de développement des forces de caractère, que je n'ai pas le temps de développer ici en détail, mais un programme avec un graphisme aussi qu'on a fait en contexte valaisan, qui est en train de se répandre hors canton, notamment aussi en France, avec une idée, vous le verrez, qui est de dire comment est-ce qu'on peut aider des enfants, avec les profs, à développer une connaissance des ressources personnelles qu'ils peuvent avoir et comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser dans des contextes ici et là, et surtout, comment est-ce qu'ils peuvent reconnaître les forces ou disons les ressources que les copains peuvent amener au service du groupe. Au-delà du matériel, naturellement, on s'est amusé, c'est un euphémisme, à développer un design de recherche qui va nous permettre de voir au-delà des sensations des personnes, parce que les sensations, depuis 2016, on pratique ça, les sensations des personnes sont excellentes. Donc si on pouvait faire une thèse simplement en se basant sur le retour des élèves et le retour des enseignants au niveau qualitatif, ce serait, sans trop aller chercher dans une démarche très très scientifique, ce serait parfait. Malheureusement, on ne peut pas, ou plutôt heureusement, je plaisante, et on a besoin de balises scientifiques qui vont nous permettre un petit peu d'objectiver en fait les retours des personnes et d'essayer de mieux comprendre si véritablement, quand on travaille avec un dispositif des forces dans une salle de classe, eh bien, on a véritablement les enfants qui développent leur capacité à mieux utiliser leurs ressources personnelles et les ressources des copains. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, au niveau du matériel pédagogique, trame pédagogique du matériel, je me suis retrouvé dans ce que Sylvie proposait dans son champ. On commence par des activités qui vont permettre aux enfants de connaître leurs forces, ensuite d'observer des forces chez les autres. Et croyez-moi, c'est hyper fructueux dans le champ pédagogique, en récréation, durant les pauses, quand on donne un défi à un enfant en lui disant « toi, tu vas observer Sylvie, et puis tu essaies de regarder ce que Sylvie fait comme geste qui est utile au groupe, et qu'est-ce qu'il y a derrière comme chose qu'elle sait faire ?» Et les élèves, très facilement, se disent « elle sait faire preuve de gentillesse » ou « l'autre jour, elle a reçu un ballon derrière la tête, mais elle a tout de suite pardonné à Hugo, et moi, j'aurais jamais été capable de faire ça. » Et puis, c'est vraiment ce qu'on appelle un shift attentionnel hyper intéressant à entraîner chez les enfants. Au-delà du dogme ou de la morale, vraiment dans les mécanismes relationnels et comment on s'observe les uns les autres. Ensuite, on demande aux enfants de s'observer eux-mêmes en fonction des feedbacks des autres, accompagnés et gérés par l'enseignant. Et puis ensuite, on leur donne des défis pour utiliser. Par exemple, je prends encore ton exemple parce que je suis un peu stressé. Sylvie, la classe te reconnaît le sens de l'humour. Et là, il y a une activité de mathématiques. Je sais que c'est difficile pour toi. Comment tu peux utiliser le sens de l'humour dans ce contexte-là, à ce moment-là? Voilà, donc ce genre d'éléments. Et petit à petit, dans la classe, plutôt que dire, lui, il est fort en maths, elle est nulle en maths, elle est forte en maths, lui, il est gros, enfin, ce genre de trucs que les enfants peuvent dire s'ils ne sont pas accompagnés, on commence à avoir des enfants très naturellement qui peuvent dire Sylvie, elle est capable de faire preuve du sens du pardon. Ou Sylvie, elle a un super sens de l'humour, je vais lui demander conseil pour une situation où je me sens un peu triste. Donc vous voyez ce genre un petit peu d'interdépendance positive qu'on essaie de susciter à travers ce genre de dispositif.
Alors, on a mis ça en œuvre dans 10 classes, donc 6 expérimentales classes contrôle, 4 qui étaient contrôle. Vous avez les chiffres ici que vous pourrez voir en différé. Et puis, dans les premières explorations, alors, bon, naturellement, on ne s'intéresse pas pour le moment tellement aux données des profs, même si on en aura besoin plus tard. Vous le voyez peut-être chez les élèves. On a regardé déjà, pardon, excusez-moi, c'est ici, comment est-ce que les élèves, entre le groupe contrôle et le groupe expé, entre le temps 1 et le temps 2, se sentent ou montrent qu'ils sont plus compétents dans l'utilisation des forces via une échelle auto-rapportée, et idem pour l'orientation reconnaissante. Ça veut dire être capable de se dire dans cette classe, ah mais c'est super parce que grâce à Sylvie, moi je me sens bien aujourd'hui parce qu'elle a fait un gag qui m'a mis de bonne humeur. Et de nouveau, on rend explicite ces éléments-là. C'est pas automatique. On leur dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui d'intéressant pour toi? Quelles sont les forces que tu as vues s'agiter dans la classe avec des comportements qui ont été intéressants pour le groupe? Alors quand on regarde, je vais vous montrer un détail un peu plus grand peut-être ici, pardonnez-moi, eh bien quand on regarde la comparaison avant-après entre les deux groupes, bah voilà, c'est un peu tristouné, hein. Je vous passe les détails, vous avez les chiffres sur les slides, on a effectivement les analyses de variance à mesure répétée qui ne montrent pas ce qu'on attendait dans les hypothèses, c'est-à-dire que dans le groupe XP, il y a une stagnation du niveau d'utilisation des forces. Par contre, dans le groupe contrôle, il y a une légère baisse. Alors, on ne va pas aller chercher des résultats pour les résultats à tout prix. Par contre, légitimement, on a des hypothèses intéressantes pour comprendre ce qui se passe là. Donc, passer une première déception de se dire, tiens, les profs ont mis en œuvre un design assez impressionnant sur 9 semaines, ils ont été formés, ils ont été accompagnés, pourquoi les effets ne sont pas plus forts? On a encore les retours qualitatifs des profs et les retours qualitatifs des élèves qu'on est en train d'analyser. Et en même temps, les profs nous disent, il faut vous réveiller, amis de la recherche. Les élèves ont fait le post-test aux vacances de Noël, quand ils étaient fatigués en contexte d'examen. Donc les profs sont plutôt à nous encourager en disant « il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe, vous mesurez mal ». Alors, quelque part, on doit être très prudent là derrière, hein, mais on a travaillé avec les enseignants dès le début, et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qu'on doit aller mieux chercher. Et là, quelque part, on a été hyper exigeant avec ce genre de mesures. Parce qu'on n'a pas regardé si le petit Louis était plus capable de faire preuve de gratitude. On a regardé s'il avait été déjà capable de prendre une distance par rapport à la question et de se dire, tiens, est-ce que de manière générale, j'ai l'impression que j'utilise mes ressources personnelles dans la vie de tous les jours? C'était peut-être trop ambitieux d'attendre ce transfert et cette métacognition chez les élèves. Donc, c'est un petit peu l'analyse plus fouillée des données qui va nous permettre d'avoir plus de détails. Je vais conclure, je ne résiste pas de vous laisser 2 exemples quali. Donc vous voyez en temps 1, des élèves, quand on leur parle un petit peu de comment ils se définissent, des élèves peuvent dire moi je bouge beaucoup, je fais de l'équitation, j'adore les balades au galop, je suis assez doué à l'obstacle, j'aime beaucoup les animaux, etc. Et puis au post-test, on est en train de faire des accords interjuges, mais on se rend compte qu'il y a quand même une tendance dans le groupe XP à dire j'ai 11 ans, je sais bien galoper et sauter, donc la personne nous redit ça, et elle dit je me suis améliorée en maths. Elle est dans une autre dynamique déjà. Et elle commence à nous parler de ses forces. Je sais faire preuve de courage. Ici, au temps 1, je suis une fille, j'aime les animaux et ma famille, mon passe-temps c'est jouer avec ma sœur et jouer aux jeux de société avec ma famille, je ne sais pas trop ce que je sais faire. Et au temps 2, sans qu'on lui dise « parle-nous de tes forces s'il te plaît hein. », on essaie d'être assez neutre dans les questions. Et puis elle nous dit je fais 1m46, ok. J'aime bien être avec mes amis, j'aime aider mes amis, et ce que je sais bien faire, c'est dire pardon. Et ça semble, ce sera à nous aussi de le vérifier avec la recherche et puis le retour des profs, ça semble devenir assez naturel dans le discours des enfants. Donc, une très grande prudence. Pour les interdépendances positives, on est en train d'analyser les sociogrammes aussi. Je vous passe les détails. Mais on va aller de manière très pointue pour essayer de comprendre comment les relations évoluent entre élèves, parce qu'on a ces données-là. Et pour conclure, pardonnez-moi, c'est frustrant, hein, mais je veux que Nathalie et Gladys aient du temps. Il y a vraiment la question... Et peut-être je prends le temps de conclure tranquillement là-dessus. Il y a une question pédagogique qui doit vous intéresser, qui vous intéresse certainement déjà. C'est vraiment cette question de comment est-ce qu'on aide les enseignants à grandir en compétences dans la prise en compte de l'hétérogénéité des élèves. C'est un sujet extrêmement vif et je pense que la recherche, la psycho a une carte à jouer énorme là-dedans. Le développement des politiques inclusives passe nécessairement par les interdépendances positives ou le développement du pouvoir d'agir des personnes. Ça semble vraiment être une voie royale. On ne peut pas imaginer de dispositif réellement inclusif en disant « le petit Hugo est en situation de handicap, pardonnez-moi, je suis très caricatural, on lui met un classeur adapté au fond de la classe près du pot de fleurs. » Et croyez-moi, ça fait partie des pratiques qui sont encore assez courantes et on dit « on inclut, regardez, il est avec nous ». Non, c'est pas ça. C'est comment je prends en compte la diversité, les forces de chacun, aussi de la personne qui est en situation de handicap, qui peut amener des éléments autres que des compétences purement mathématiques, par exemple, au service du collectif.
Et peut-être les forces de caractère, ça peut être un des éléments dans ce vaste programme. Le dernier élément qui va dans le sens de ce que vous disiez, je conclurai là-dessus. C'est extrêmement prometteur de travailler avec les enseignants, pour les enseignants dans l'élaboration des dispositifs, puisque nous aussi, effectivement, on est parti de la recherche, des recommandations de la recherche, pour vraiment faire des dispositifs qui sont adaptés aux réalités pédagogiques de chacun. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On garde les questions pour après, j'espère que vous en aurez. Merci. Ok, donc j'y vais vite. Merci Nicolas. Et puis je vais être aussi un petit peu brève sur certains passages, mais je reste disponible pour répondre à la question. Donc Gladys Ray est ici, mais c'est moi qui vais présenter notre recherche. Donc c'est une recherche qui a été menée au CISA en collaboration avec des collègues de l'Université de Fribourg, du service de pédopsychiatrie des HUG. Et puis nous aussi, depuis le départ, on a travaillé avec les écoles et plus particulièrement le CFPP. Donc c'était au départ une demande du directeur du centre de formation préprofessionnelle de la ville de Genève qui voulait essayer de travailler et développer les compétences émotionnelles et relationnelles des ados de cette école. Donc on a, je vais venir après à pourquoi on a choisi ces activités, on a exploré les effets de la pratique de l'impro théâtrale et de la pleine conscience sur le développement des compétences socio-émotionnelles chez ces adolescents. Très brièvement, je ne reviens même pas sur ces aspects de préoccupation internationale très importantes. Je m'arrête simplement sur quels sont les moyens qu'on a pour travailler et développer les compétences socio-émotionnelles à l'école. On a vu plusieurs exemples. Ce qu'on a le plus souvent dans la littérature scientifique, au-delà des approches vraiment pédagogiques, où on a des choses très intéressantes, sont des programmes de développement des compétences socio-émotionnelles qui sont présentés donc, en général sous forme d'ateliers à durée variable. Je passe rapidement. Vous avez quelques exemples ici, et notamment en littérature francophone. Mais on a encore assez peu de recul dans la littérature francophone pour faire des méta-analyses. Ça va venir, puisqu'il y a de plus en plus d'études assez prometteuses. Deux méta-analyses qui sont assez connues, je pense que vous connaissez, que je reprends, donc, qui ont été menées dans la littérature anglophone, où il y a beaucoup plus de recul sur la mise en place d'ateliers de compétences socio-émotionnelles dans les classes. L'équipe de Durlac, Taylor et collaborateurs ont réalisé deux méta-analyses successives dans lesquelles ils ont pu inclure des études randomisées contrôlées. Dans lesquels ils ont pu montrer des bénéfices pour les enfants qui ont suivi ces ateliers sur un certain nombre de compétences. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qui nous intéressait, nous particulièrement, dans notre recherche, c'est que ces deux méta-analyses, elles montrent un modérateur par l'âge des enfants. C'est-à-dire que plus les interventions étaient données tardivement dans le cursus scolaire et moins les bénéfices étaient importants chez les adolescents. Donc d'une part, cette corrélation qui était négative entre l'âge et les bénéfices de l'intervention, et d'autre part aussi, ce que ça montre, c'est que les recherches sont vraiment plus rares chez les adolescents. Notamment si on s'intéresse aux adolescents de plus de 14-15 ans, parce que souvent quand on va parler d'adolescents, on va avoir aussi des études sur la préadolescence, mais quand on s'intéresse à ce qu'on a disponible, à ce qui fonctionne chez les plus de 14-15 ans, il y a beaucoup moins de recherches. Et la plupart du temps, beaucoup de recherches qui montrent peu d'efficacité. Pourtant, c'est une période quand même importante au niveau développemental, l'adolescence, surtout à cette période. On sait, par de nombreuses recherches, qu'il y a une exacerbation, que ce soit de l'impulsivité, de la recherche de sensations. Tout ça en parallèle de capacités neuronales cognitives, de régulation des comportements qui vont continuer de se développer, continuer de maturer jusqu'à 23-25 ans. Donc ce décalage-là, en fait, ça crée une sorte de vulnérabilité émotionnelle propre à l'adolescence. Donc c'est une période quand même qui peut être chez certains extrêmement vulnérable sur le plan émotionnel. On sait aussi que c'est un moment qui est critique dans l'apparition des troubles psychiatriques qui vont perdurer jusqu'à l'âge adulte. On sait par exemple qu'on a 75% des troubles psychiatriques qui vont commencer avant 24 ans et un grand nombre à l'adolescence déjà.
C'est donc assez important à cette période-là de pouvoir travailler ces compétences émotionnelles et les compétences relationnelles, parce que le social prend beaucoup de place aussi. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, les ateliers qui sont dispensés actuellement ou qu'on propose? Donc il y a plusieurs auteurs qui sont penchés sur ces questions. On peut avancer deux arguments. Un premier qui serait que les ateliers proposés finalement ne tiennent pas suffisamment compte des enjeux qui sont très spécifiques à l'adolescence, donc enjeux de développement de l'identité, développement sociaux et aussi émotionnel quand on l'a vu. Et notamment Yeager, par exemple, qui souligne que finalement, quand on veut essayer de travailler ses compétences avec les plus de 15 ans, il montre en fait que c'est peu efficace d'enseigner des compétences puis après de les faire travailler dans des ateliers, mais que pour lui, il dénombre un certain nombre de recherches qui montrent que c'est plus efficace de changer l'environnement finalement et le climat autour et de faire bénéficier d'un climat suffisamment sécurisant, positif et soutenant pour qu'ils puissent eux-mêmes changer d'état d'esprit et développer leurs propres compétences. Donc ça serait un premier argument. Et puis, un deuxième argument qu'on peut avancer, c'est le manque d'adhésion, souvent aussi qu'on a dans les ateliers qui sont proposés. Donc peut-être insister sur proposer quelque chose qui les accroche un peu, donc quelque chose d'un peu ludique, mais aussi qui corresponde à leurs enjeux. Donc, on sait une première activité qui nous a intéressés quand on a fait notre revue de littérature, parce qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de trouver ce qui fonctionnerait bien pour ces ados. C'était la pleine conscience, qui finalement c'était intéressant par rapport aux enjeux relatifs aux problèmes de santé mentale que pouvaient avoir les adolescents, surtout que là on était quand même dans un contexte où ce sont des ados qui sont en difficulté, de plusieurs types de difficultés, que ce soit scolaire, émotionnelle, cognitive. Et la pleine conscience telle qu'elle est dispensée dans les classes en tout cas, elle consiste en une alternance de séances de discussion, relaxation, de focalisation attentionnelle aussi, enfin une série de petits exercices un peu ludiques qu'on peut mettre en place et dont l'essentiel vise à entraîner la focalisation attentionnelle. Donc focalisation que ce soit sur une pensée, sur un objet, mais aussi sur son corps, sur ses émotions. Et un certain nombre des programmes qui sont déjà développés, dont vous voyez quelques exemples ici, proposent également un entraînement à la compassion. Donc, c'est une activité, je pense que vous avez vu dans la presse, qui est très populaire. Hein, et on peut citer par exemple l'initiative du gouvernement anglais là, qui a impliqué plus de 4000 élèves, pour lesquels on a eu des résultats récemment cette année. Donc, que montre la recherche? Donc, beaucoup de recherches sur la pleine conscience et les bénéfices de la pleine conscience. Si on s'intéresse seulement aux effets de la pleine conscience chez les enfants et les adolescents, on a 3 méta-analyses intéressantes, assez récentes, parce que c'est venu plus tardivement, finalement, de s'intéresser à ces bénéfices chez les enfants et les adolescents. Une première méta-analyse de Dunning et collaborateurs, alors sont toutes des méta-analyses avec essais randomisés contrôlés que je vous présente ici, qui nous montre des effets bénéfiques donc sur anxiété, stress, attention, fonction exécutive, problèmes de conduite. Une seconde analyse, celle de Day et collaborateurs, qui sont spécifiquement intéressés aux compétences relationnelles et qui montre également un effet bénéfique sur les compétences relationnelles. Et puis la dernière de Mettler et collaborateurs, qui s'est plus particulièrement intéressée aux effets de la pratique de la pleine conscience en classe, cette fois, et qui va retrouver un effet positif sur l'attention, l'impulsivité et les performances scolaires. Pas d'effet... pardon, dans l'autre sens, peu importe. Un point important, c'est que, en fait, dans ces études, il y avait des études qui utilisaient des groupes contrôle actifs ou des groupes contrôle passifs. Et quand on s'intéresse qu'aux études qui ont un groupe contrôle actif, tous ces effets disparaissent. Seuls subsistent les effets bénéfiques sur le stress, l'anxiété, donc les variables plutôt de santé mentale. Et ce qui nous intéressait, nous, particulièrement, c'est que là, également, les méta-analyses nous montrent un effet qui était modéré par l'âge, mais cette fois dans l'autre sens, c'est-à-dire que plus on va utiliser cette pratique de la pleine conscience chez des adolescents âgés, meilleurs vont être les bénéfices. Donc des résultats qui sont finalement mitigés dans la littérature, surtout qu'on sait que la dernière étude Myriad ne montre aucun effet significatif sur anxiété et stress sur plus de 4000 enfants.
mitigé, mais quand même encourageant pour les adolescents plus âgés et peut-être qui nécessitent l'exploration justement un peu plus avec études randomisées contrôlées. Et nous, on s'est également posé la question de savoir si finalement il n'y avait pas des profils particuliers d'élèves à qui ça bénéficierait plus que d'autres. La seconde activité qui nous intéressait, c'était l'impro théâtrale. Donc très rapidement, on la distingue tout de suite de tout ce qui est drama-based pedagogy, donc les pédagogies basées sur le théâtre qui sont vraiment très répandues, pratiquées depuis plusieurs décennies un petit peu partout en classe, et qui regroupent là tout ce qui est théâtre, approches théâtrales qui ne sont pas focalisées sur la performance, mais sur le travail des compétences. Et là, il y a beaucoup de méta-analyses, je vais passer rapidement dessus. Nous, on s'est intéressé à l'impro telle qu'on la pratique chez les adultes en club d'impro. Donc, qui consiste en des petites séries, des petites séries d'exercices qui sont très protocolés finalement, qui ne visent pas explicitement des compétences. Et c'est en fait une expérience relationnelle qui est là vraiment spontanée. Dans les participants, en fait, ils sont obligés d'être constamment en train de réactualiser une représentation commune qu'ils partagent avec les co-participants. Ça nécessite beaucoup de choses. Donc, par exemple, en plus de travailler les compétences de communication, d'expérimentation des émotions, on est obligé quand même d'identifier correctement les émotions de nos partenaires, tout. On va avoir cet aspect spontané qui est très important, en fait, et d'immédiateté dans le théâtre d'impro. Et un point important aussi, c'est cet aspect ludique qui est vraiment mis au centre de l'expérience, dans un environnement sécurisant et positif. C'est vraiment un apprentissage très particulier de l'erreur. La place de l'erreur, c'est vraiment, on rattrape l'autre, on essaye de rebondir dessus, on laisse personne tout seul. Enfin, il y a quand même un climat qui est très particulier pour ceux qui ont déjà pratiqué l'impro. Donc, sur cette pratique-là, il y a finalement peu d'études, si on considère cette pratique vraiment de l'impro. Encore moins avec des groupes contrôle. J'ai mis quelques études ici. Donc, ce qu'on observe, c'est quand même potentiellement des effets intéressants sur l'anxiété, mais là, pas de groupe contrôle. Ça a été mené quand même chez des adolescents. Et puis, des effets intéressants sur des variables plutôt liées à la créativité ou plus cognitives, mais aussi le bien-être chez des adultes. Pas vraiment d'études donc, qui s'intéressent aux compétences socio-émotionnelles en tant que telles. J'en arrive au projet, rapidement. Donc, le projet Imagine, qui est un petit peu tronqué là, on pourra peut-être en parler, visait à explorer l'effet de ces deux activités. Il y en avait une troisième. Donc, pleine conscience théâtre d'impro, qu'on a comparé à une condition contrôle actif qui était là l'apprentissage de la bureautique et l'aide de motivation, mise en situation. L'idée, c'était d'explorer les effets différentiels de ces pratiques et puis essayer de voir s'il y avait des profils particuliers pour lesquels qui répondraient mieux à ces activités. On s'est notamment intéressé à l'anxiété, donc à savoir est-ce que les élèves qui étaient les plus anxieux en baseline, en fait, à la rentrée, bénéficieraient plus des activités proposées. Notre échantillon sur ces trois activités-là était donc d'un peu moins de 300 élèves, ça impliquait une trentaine de classes. Ce sont des élèves âgés de 15 à 20 ans, parfois un petit peu plus, et tous issus d'écoles pré-professionnelles ou professionnelles à Genève. Dispositif expérimental, rapidement. Donc, il s'agissait de 9 sessions hebdomadaires d'1h30 qui étaient dispensées par des intervenants professionnels, donc des intervenants extérieurs à la classe, et qui étaient inscrites à la grille horaire des élèves. On leur a imposé l'activité, très clairement. On ne leur a pas demandé de s'inscrire. On leur a dit, le lundi matin, vous avez méditation en pleine conscience, ou vous avez impro théâtral, ou vous avez bureautique. On a réalisé des pré-tests, donc à la rentrée, et puis des post-tests immédiatement après, suivis de 3 mois après, encore une série de tests pour voir si les effets observés perduraient 3 mois après. Donc, en ce qui concerne nos mesures, voilà les mesures qui correspondaient au fonctionnement socio-émotionnel. Donc, des mesures de fonctionnement socio-émotionnel général, santé mentale, bien-être, estime de soi, sentiment d'auto-efficacité. Des mesures de compétences intra-personnelles, donc questionnaire de régulation des émotions et puis une mesure composite de l'APEC. Et des mesures de compétences interpersonnelles, donc une mesure d'empathie cognitive, affective, de collaboration, de tendance à aimer collaborer plus exactement, une tâche de reconnaissance des émotions et la mesure composite de PEC interpersonnelle. Nos hypothèses, on s'attendait donc à avoir un effet bénéfique
de la pratique de l'impro et de la pleine conscience sur le fonctionnement socio-émotionnel général, alors qu'on s'attendait à des effets différentiels de la pratique de ces deux activités, avec des effets plus positifs sur les compétences intrapersonnelles pour ceux qui pratiquaient la méditation en pleine conscience, et des effets plus positifs sur les compétences interpersonnelles chez ceux qui pratiquaient l'impro théâtrale. On avait également une hypothèse de modération par le niveau d'anxiété, donc on s'attendait donc à ce que les élèves les plus anxieux bénéficient plus de ces activités. J'en arrive au résultat. Je ne sais pas quelle heure. Je pense qu'on est... Oui. OK, alors rapidement, pour vous expliquer comment sont présentés ces résultats. Donc, on a fait des analyses multiniveaux dans lesquelles on a contrôlé pour le sexe, la participation aux séances, l'adhésion aux activités. On avait aussi des mesures d'implémentation des dispositifs. Et sont représentés ici, donc par exemple pour le fonctionnement général, vous avez la moyenne à T1 en rouge, la moyenne à T2 en bleu, pour les élèves qui étaient faiblement anxieux ou les élèves d'anxiété modérée à élevée qui correspondent à peu près à 40% de notre échantillon quand même. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas de changement significatif donc là, chez les élèves faiblement anxieux en ce qui concerne la santé mentale, mesurée par le SDQ, d'accord ? Alors que si on regarde ce qui se passe au niveau... je peux faire comme ça, là ? Non. Bon. Si on regarde ce qui se passe au niveau des élèves plus anxieux, on observe une augmentation, en fait, des difficultés émotionnelles et relationnelles chez les élèves contrôle, qu'on n'observe pas chez les élèves qui ont bénéficié de l'impro, et on a même une diminution en fait, de ces difficultés émotionnelles relationnelles chez les élèves qui ont bénéficié de la pleine conscience. Donc le SDQ, plus le score est élevé, plus les difficultés émotionnelles et relationnelles sont importantes. On avait, concernant le bien-être et l'estime de soi, aucun changement significatif, donc je passe. En ce qui concerne le sentiment d'auto-efficacité, là encore, vous voyez sur ce graphique que chez les élèves faiblement anxieux, on n'a pas donc, de changement significatif. Néanmoins, quand on regarde ce qui se passe chez les élèves les plus anxieux, on note une diminution, là encore, du sentiment d'auto-efficacité chez les participants du groupe contrôle que nous n'avons pas chez les participants de la pleine conscience et de l'impro. Donc ces résultats qui nous suggèrent qu'en fait, et c'est quelque chose qu'on observe assez dans la littérature, hein, qu'au fur et à mesure du secondaire 2, malheureusement, on va avoir des problèmes, les difficultés liées à la santé mentale qui vont augmenter, une diminution de la motivation. Donc là, ce que nos résultats suggèrent, c'est que finalement, la participation à nos deux activités, ça a tendance à préserver de cette aggravation. En ce qui concerne les mesures de compétences intrapersonnelles, on note aucun changement significatif. Je ne vous présente pas les résultats par manque de temps, mais on pourra en discuter. Quand on regarde les résultats sur les compétences interpersonnelles, on note, en ce qui concerne la capacité de se mettre à la place de l'autre, donc l'empathie cognitive, une augmentation significative chez les élèves qui ont participé à l'impro seulement, et ceci pour tous les élèves. Donc, ce n'est pas modéré par le niveau d'anxiété, ça bénéficie vraiment à tous les élèves. Les dés que je vous ai mis sont les tailles d'effet, du coup, les différents standardisés. On observe un effet similaire pour la tendance à collaborer. Donc, les élèves qui ont participé à l'impro montrent également une meilleure tendance à aimer collaborer avec les autres pour le travail. Et puis, quand on s'intéresse à la reconnaissance des émotions, et notamment des émotions ambiguës, c'est-à-dire celles qui étaient peu reconnues au début du test, parce qu'il faut savoir que le test de Lagarde, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est difficile d'identifier les émotions, hein, ce n'est pas si évident, parce qu'en fait, elles sont des émotions qui peuvent être ambiguës parfois. Donc, une augmentation également de la capacité à reconnaître les émotions chez les élèves ayant participé aux ateliers d'impro, puis une légère tendance pour la pleine conscience. Mais bon, on a déjà des P qui sont, on pourra parler de ça aussi, qui sont pas extrêmement, la significativité n'est pas extrêmement forte, néanmoins nos tailles d'effet sont assez importantes et je pense c'est un point important à avoir en tête. Donc rapidement pour conclure, ce que ce projet semble montrer sont des effets bénéfiques de la pleine conscience et de l'impro seulement chez les ados les plus anxieux et sur le fonctionnement
socio-émotionnel général, notamment indice de santé mentale du SDQ, et des effets bénéfiques qui sont plus larges, plus diffus sur les compétences interpersonnelles quand on participe aux ateliers d'impro, et pas d'effets contrairement à nos hypothèses, sur de la pratique de la pleine conscience sur les compétences intrapersonnelles. Voilà, c'était juste une réflexion que je voulais avoir sur le fait que c'était facile d'implémenter finalement l'impro théâtral en classe, mais que potentiellement ça pouvait avoir un certain coût et que peut-être une idée, ce serait d'explorer comment on peut former les enseignants, parce que c'est ce qu'ils ont commencé à faire quand ils ont vu les bénéfices qu'il y avait au CFPP. Les enseignants ont commencé à se former pour pouvoir dispenser ces cours eux-mêmes en classe. Donc on est en train d'explorer, de faire ça de manière plus systématique et de proposer un programme qui puisse s'approprier en fait. Et puis la prochaine étape, c'est de voir si ces effets sont maintenus dans le temps avec l'analyse des follow-up. Je profite pour remercier toutes les personnes du projet. Parce qu'on a eu besoin vraiment beaucoup d'étudiants en master pour nous aider à récolter les données, parce qu'on avait un peu plus de 400 élèves.